Bon, on va mettre top chrono, donc tu as 25 minutes. D'accord, non, je vais faire moins. Moins. Vous savez Oh. pourquoi? Parce que je suis assommé. Mais je découvre qu'en vous, hein, les diapositives, c'est que j'ai dit, c'est pas parce qu'ils sont absents que je vais vous priver de leur travail. Voilà, moi, c'est ce matin que j'ai pu recevoir ce que vous allez voir sur l'écran. Donc, on a parlé de Jamel. Jamel, il est docteur en psychologie clinique, DUA en anthropologie clinique, DU en géontologie clinique, enseignant en l'école supérieure de travail social, consultant, etc. Donc, voilà. Le sommaire, c'est, en premier, il va nous parler d'une approche sociologique, travail social et pratique éducative. Pourquoi il a dit? Il veut aborder et montrer, même s'il est psychologue, le travail des éducateurs sociaux et surtout le côté anthropologique. Voilà, et vous allez voir que son approche elle est anthropologique, terre d'origine et terre d'accueil, ce que Ahmed il vient de nous expliquer en partie. Et puis après, en troisième partie, il va nous parler de l'intropsychiatrie, du décodage culturel vers un meilleur accompagnement social et médico-social. En quatrième partie, il étudiera l'étude de cas cliniques. Et ça, c'est très important. Il va nous présenter 3 cas cliniques qui, suivant chacun de ces cas, on pourra avoir une approche différente. Mais dans l'intérêt, c'était les éducateurs et les facilitateurs. Donc voilà le rôle, il y a le médecin, bien sûr, il y a le psychologue, il y a l'accueillant, mais en même temps, il y a ce côté anthropologique dont il a parlé, et sociologique, c'est l'éducateur et l'anthropologue. Dans chacun des cas, il va nous parler d'un éducateur, sociologue ou d'un anthropologue. Étude de cas, et il y a sa méthodologie, donc il va nous expliquer la base de sa méthodologie et les préconisations qu'il va nous exposer. Donc le résumé, cette représentation vise à rendre compte des motivations des travailleurs sociaux, des institutions, vers l'utilisation de l'anthropologie, de l'ethnopsychiatrie comme méthode complémentaire auprès des migrants pour mieux accueillir, mieux accompagner, proposer des réponses face au syndrome culturel. Donc c'est un petit peu ce côté interculturel. À partir d'une enquête de terrain au sein de diverses structures sociales et médico-sociales en France, cette contribution permet un questionnement sur l'altérité culturelle dans la pratique professionnelle. L'anthropologie clinique et de la santé peut être utile pour mieux accueillir, mieux accompagner les primo-arrivants lorsqu'ils manifestent des troubles difficilement perceptibles ou compréhensibles du fait de représentations dites occidentales. Introduire l'anthropologie de santé dans le travail social aiderait, in fine, les migrants à dépasser leurs souffrances culturelles, avec une visée vers un bien-être psychique et un mieux-être psychologique. Oups. Donc les mots-clés, on s'en passe. Hein. Vous les aurez quand on vous enverra les diapositives. Quelques définitions. Donc ESMS, c'est établissement social ou médico-social. Altérité culturelle dont il a parlé M. Calméry, hein, il l'a bien défini. Et la dame, il ne l'a pas citée, mais il la connaît très bien puisqu'il a traité Ahmed, c'est Madame Anna Maleska-Père, il vient de son père. Donc il était aussi spécialiste de l'interculturalité. Il a travaillé avec Camilleri, que tu peux dire un mot de cette grande dame aussi. Donc, personne culturée. Donc, l'altérité culturelle, c'est aller vers l'autre, l'accepter dans sa différence culturelle et ou religieuse. Donc, l'accepter chacun de nous comme il est, comme vous m'acceptez moi, tel que je suis. Je vous remercie. Personne culturée, personne qui montre explicitement ou implicitement dans son comportement normal ou pathologique sa culture lors de ses interactions sociales. Accueilli, au féminin entre parenthèses, bien sûr, culturé, usagé, pris en charge dans un établissement social ou médico-social
et qui montre explicitement ou implicitement dans son comportement normal ou pathologique, sa culture dans sa vie quotidienne ou au sein de l'institution. Donc quelqu'un qui reste attaché à sa culture. Syndrome culturel, ce syndrome c'est comme en médecine, trouble psychique avec des symptômes et des significations liées à des aires culturelles différentes du pays d'accueil. C'est-à-dire le syndrome de quelqu'un par rapport à nous, c'est parce que nous, on prend à des référentiels bien définis et pour nous, les autres référentiels, ils sont un petit peu à côté de la plaque, ce qui n'est pas vrai. Ethnopsychiatrie, composée de deux sous-termes, ethno, ethnie, culture, et psychiatrie, psychisme, pathologie, thérapie, ce qui donne discipline qui s'intéresse aux anthropologies psychiques au sein des aires culturelles dans le monde. Donc chaque culture, elle a sa psychologie. Il faut dire que chaque culture, elle a ses référentiels, donc il a ses manières, ses rouages, donc il y a un syndrome. On le situe dans cette culture, on aura une approche, on le met dans une autre culture, on aura une approche, et j'ouvre la parenthèse une fois, on a amené à Migration Santé, dans une réunion comme celle-là, 3 tradipraticiens, et Françoise, elle est là, ma chère collègue, que j'ai vue tout à l'heure, qui peut vous en dire plus que moi sur ça, 3 tradipraticiens qui viennent du Mali du Sud, on avait des problèmes à les recevoir à l'aéroport parce qu'ils sont venus habillés comme ils doivent, c'est-à-dire comme chez eux, et qu'à la frontière, on a dit pourquoi ils sont habillés de cette sorte. Et puis 3 grands psychiatres reconnus qui étaient avec nous à Migration Santé, et on les a mis les uns face aux autres, et chacun y parle un petit peu comment il soigne. Et à la fin, je vous dirai, les psychiatres ici en France, qui font 10 ans avec leur spécialité, et les tradipraticiens qui font aussi leur initiation, etc., ils mettent autant de temps pour devenir à la hauteur. Sauf que, ici, ils ont dit, les psychiatres ou les tradipraticiens qui viennent du Sud, ils disent, mais vous avez de la chance, comment vous faites pour guérir ? Ils prescrivent. Il m'a dit, mais nous, on est reconnus dans notre métier lorsqu'on guérit la personne. C'est-à-dire, ils sont tenus à la guérison, alors que le médecin ici n'est pas tenu à la guérison. Et on a éclaté, on a dit, mais c'est une médecine qui se valent. Donc, voilà, c'est pour vous donner cet exemple. Il a parlé aussi de l'analyse herméneutique. Pour l'anthropologie religieuse, il se retrouve donc l'herméneutique dont il a parlé Michel Foucault, c'est lui qui a développé ici en France ce terme, en le transmettant de étude des discours pour décoder, c'est ça l'herméneutique, le fil rouge, la culture, les symboles, les significations. Donc ça peut être aussi pour la psychologie et la psychanalyse. Lieu maraboutique. Donc lui, et Jamel, ce psychologue, il insiste beaucoup sur le rôle, c'est-à-dire il ne porte pas de jugement, c'est pour cela qu'il a parlé de l'altérité, c'est que là-bas, pour lui, et ce qui est intéressant, c'est comme a dit, vous savez, le Chinois qui a changé le sort de la Chine pour la rendre ce qu'il est maintenant, la première puissance économique, en réalité, pas de fabrication. Un chat noir ou blanc, il suffit qu'il chasse des souris. Donc un médecin ou un tradipraticien, l'essentiel, quel est le résultat. Donc voilà un petit peu la pensée de Jamel, c'est comment arriver à un but, résoudre une solution sans porter des jugements sur le parcours. Mais lui, comme nous à Migration Santé, et ça j'insiste, et nous on a fait, Françoise, le jour où tu étais pour la prévention du sida dans un foyer de travailleurs migrants. On était dans 110 à 120 foyers de travailleurs migrants dans la région parisienne. Donc prévention dans un milieu culturel que tout le monde croyait fermé. Un jour, Françoise, elle est la présente, celle qui a mené cette action, et il était chef de service des actions de terrain de Migration Santé. Ce jour-là, ils lui ont dit, il ne faut pas venir parce qu'il y avait le marabout qui est venu à l'intérieur du foyer. Et il est venu avec une voiture, ils lui ont ouvert la porte, elle est rentrée, il était reçu, mais
l'intelligence et le savoir-faire, c'est que nous, quand on arrivait, c'était pour la promotion de la santé, c'était pour la prévention. Eh bien, une fois qu'il a contacté le marabout, qu'il a rassuré qu'il ne va pas mettre sa force, qu'il ne va pas mettre... Ah oui, d'accord. Mais attends, je termine ça parce que ça vous intéresse ou non? Mais oui, mais le public intéresse. Révoltez-vous. Il veut couper ma liberté d'exister. D'accord, Monsieur le Président. Combien il me reste? Ben oui, mais non, maintenant je me trouve bien. D'accord, donne-moi mes 20 minutes. Ah, 15 minutes, d'accord. D'accord, merci, Monsieur le Président. Merci, mes chers. Merci. Sinon, on va passer au vote. Merci. Non, je vais aller plus vite. Mais ça, c'est intéressant. C'est pour vous dire que quelquefois, sur le terrain, quel est le résultat? Ce n'est pas de dire il faut faire ceci ou cela, mais quel est le résultat de votre action? Donc, le marabout, il était tranquille dans son pouvoir, dans son aura, et on ne l'a pas touché. Et pourquoi on va toucher à sa situation? On ne porte pas une guerre sainte sur quelqu'un. Et c'est lui qui a présenté, c'est ça ce qui est intéressant, c'est lui qui a présenté à son entourage, voilà les préservatifs, c'est bien, c'est pas contre, donc il les a rassurés. Et nous, ce qu'on voulait, c'est qu'il y a une prévention médicale, scientifique, on est de santé publique, mais à côté, notre rôle, c'est de faire passer ce message, c'est de faire de la prévention et non pas d'entrer dans un lieu ou de dire il faut faire ceci ou pas cela. Donc voilà. Je peux continuer, si vous me permettez. Sinon, je vais faire grave, je vais partir. D'accord. Souffrance culturelle. Donc, c'est un petit peu ce que je viens de dire. Nous définissons la souffrance culturelle comme une manifestation psychopathologique exprimée selon une culture, une ère culturelle. Ça, c'est Jamal Lascar qui l'a dit dans sa thèse. C'est pour cela qu'il l'a cité. L'accueilli et la culturelle, donc c'est la personne qu'on reçoit. Voici quelques exemples de troubles psychiques, souffrance culturelle, dont j'ai reçu les témoignages par les professionnels. Terme méconnu par les travailleurs sociaux, j'avais aidé les professionnels à mettre des mots, des diagnostics dans les exemples suivants. Transe extatique, ou rih, tu sais, dans notre culture, là-dessus dans le Maghreb, on dit riyah, c'est-à-dire il y a des genoun, tu vois, les diables, c'est quelqu'un qui rentre en transe, on ne sait pas pourquoi, il commence à avoir en réalité c'est une forme d'hystérie. Donc on appelle le fqih, c'est-à-dire le gars qui a les mots sacrés, qui commence à réciter, ou un traditien, eh ben, il commence à donner avec des coups de bâton, et c'est surtout des bâtons d'olivier. Donc il récite son discours religieux autre, et puis il donne des coups par terre, et la personne qui commence à gesticuler partout, etc., il dit, voilà, le moment où il trouve le calme, le djinn, le riyah, ils l'ont quitté. Donc voilà, mais l'essentiel, c'est que c'est un remède où la personne se sent en sécurité, et surtout la famille qui s'inquiète. Donc il est parti. Mais dans sa démarche, Jamal, il utilise le tradipraticien en rapport avec le médecin et il les met en contact pour que chacun soit rassuré dans ses fonctions propres. Et l'essentiel, c'est que, comme on dit un exemple, celui qui a deux clés, c'est mieux que c'est quelqu'un qui n'a qu'une clé. Une fois que vous perdez une clé pour ouvrir votre porte, vaut mieux que vous avez le double. Donc, si on a une culture qu'on maîtrise bien, une fois que la personne, pour les raisons que j'ai citées, par exemple, il a un refus de reconnaître la médecine moderne, et nous, on passe notre temps, on leur dit, mais l'un n'empêche pas l'autre, eh bien, c'est mieux que d'être aidé par quelqu'un de l'extérieur, un médiateur, qui connaît la culture d'origine, la culture où il est baigné l'enfant, où il est baigné le migrant, pour le ramener, bien sûr, au circuit de santé publique. Et c'est ça le but
de cette anthropologie médicale et de ce que... Et puis après, il parle de Bortat. Bortat, c'est quand il dort, les gens ils commencent à avoir des cauchemars. Pourquoi? Parce qu'il y a leur vécu et comment le pousser vers le psychologue, vers le psychanalyste pour essayer de comprendre pourquoi il vit ces cauchemars. D'accord? Donc il y a l'altérité, on a parlé. Je me passe de tout cela, l'environnement culturel basique, etc. Il explique ce que dit Ahmed et vous trouvez là, dès le lundi, vous aurez ces diapositives en détail. Donc il y a aussi l'ethnopsychiatrie, du décodage culturel vers un meilleur accompagnement social et médico-social. Donc à peu près, ça a été dit ce matin d'une manière ou d'une autre. Vous allez le retrouver et il donne des exemples. C'est comme les vaudous aux Caraïbes, comme les djinns, et c'est un petit peu pareil dans le monde musulman. Études de cas, voilà, c'est ça, et je m'arrête, Monsieur le Président, sur les études des cas. C'est-à-dire, il y a Mina, c'est une fille migrante. Mina, c'est pas ni une mineure non accompagnée, c'est une fille qui est née ici et qui vit ici. Et c'est intéressant son cas parce qu'il va le développer plus tard, né en France, issu de l'immigration, confié à l'ASE et accueilli en MEC, c'est les maisons du monde social. Ablak, c'est en réalité c'est un diminutif de Abd el-Haq, mais c'est un Afghan. Et lui, il préfère qu'on l'appelle Ablak. Chaque fois qu'on l'appelle par le nom qui est sur les papiers, il dit non, je m'appelle Ablak parce que dans le pays, on m'appelle Ablak. Et il va nous expliquer pourquoi on l'appelle Ablak. Donc, il a 22 ans, d'origine afghane, ancien MNA, actuellement en CRH, centre d'hébergement et de réinsertion sociale, avait été pris en charge lorsqu'il était mineur dans une MEC, donc MEX. Roland, c'est dans le temps d'Isaïr, mais c'est le Congo démocratique, donc il vient c'est un mineur non accompagné originaire de la République démocratique du Congo. Et pourquoi? Parce qu'il était d'une famille qui était opposée au pouvoir. Il a souffert avec sa famille déjà là-bas. Et il a fait toute une traversée qui est fantastique en passant par plusieurs pays, parce que le Congo, il est vers le sud, là où il était notre ami Stéphane Tessier tout à l'heure, plus bas, toi tu étais, mais le Congo, il est à côté. Et dommage que notre ancien président d'honneur, M. Talleyrand, s'il était là, mais il est âgé maintenant, il a plus de 90 ans, et il a travaillé au Congo, c'est lui qui a fait le système de santé primaire, là-bas dans les années 60, début, quand le Congo il a eu son indépendance. Donc s'il était là, il ne se privera pas de dire son expérience, elle est magnifique. Donc il a les mineurs franco-maghrébins confiés à l'ASE et accueillis, etc. Donc vous le connaissez, c'est trop long pour que... Donc on va passer directement à Ablak. 22 ans, d'origine afghane, ancien MNA, actuellement au CHR, etc. Ablak est accueilli au sein du CHR. Il raconte son expérience entre ses 15 ans, donc il est venu en tant que mineur non accompagné, et 20 ans au sein de cette institution. Au début de sa prise en charge par le MEX, il souffrait de douleurs au ventre, à la tête, de crises de paranoïa, d'hallucinations, d'irritabilité, d'absence de motivation pour un projet scolaire ou professionnel, absence d'élan social. Voilà ça, son état au départ. Son éducatrice lui avait conseillé un suivi médical, ce qu'il avait théoriquement, voilà, c'est ça ce que je viens de dire, qu'il avait théoriquement commencé. Le problème est qu'il ne respectait pas le traitement car il n'était pas habitué à ces pratiques qui, pour lui, sont occidentales et pas conformes à son pays d'origine. Il vit donc un conflit psychoculturel entre son groupe d'appartenance et son groupe de référence en Afghanistan. Ablak est sportif, pratiquant le football, son entraîneur est franco-algérien. Au cours d'une séance d'analyse des pratiques, je conseille à l'équipe éducative d'entrer en contact avec un spécialiste en ethnopsychiatrie ou en anthropologie et de réfléchir sur comment mettre en place une stratégie
pour amener Ablak à identifier son entraîneur sportif et son club de football comme groupe de référence. L'éducatrice référente rencontre un professionnel libéral dans ce champ disciplinaire et il reçoit Ablak sans la présence de l'éducatrice. À la suite de cela, il propose une réunion pluridisciplinaire à l'éducatrice avec la présence d'Ablak et de son entraîneur sportif. Le tout afin qu'Ablak se mette à prendre et de respecter son entraîneur. Donc, Ablak, il s'agit donc d'une stratégie pour que l'entraîneur sportif devienne un facilitateur, un renforçateur positif. Le médecin n'a pas pu se présenter à cette réunion des pluridisciplinaires, mais Ablak avait lui-même son rapport médical avec ordonnance médicale. Dès cette réunion et lors des rencontres sportives qui suivent, l'entraîneur adoptait une posture d'étayage auprès d'Ablak pour qu'il accepte les thérapies médicamenteuses en France, comme le font ses coreligionnaires franco-musulmans, donc l'entraîneur lui-même. Au bout de quelques jours, Ablak, convaincu par son entraîneur, a repris son traitement pendant plusieurs mois. Une seconde réunion pluridisciplinaire a eu lieu 3 mois plus tard pour faire le bilan. Un compte-rendu de réunion a été envoyé au médecin. Le travail pluridisciplinaire avait donc permis aux jeunes de reprendre son traitement, se remobiliser, se redynamiser. Aujourd'hui, son état est amélioré. Le médecin n'a pas jugé nécessaire de lui prescrire un traitement médical. Durant sa prise en charge au CH, il a pu entamer une formation professionnelle de soudeur. Dans cette étude de cas, l'on voit que l'anthropologie est un levier pour amorcer un projet de soins médical à côté du projet socio-éducatif. Voilà, c'est un petit peu l'intérêt de... Il y avait l'autre de Mina. Mina, je ne sais pas pourquoi on l'a dépassé. On a passé Mina? Ah oui, il est là. Parce que Mina, il est intéressante. Mina... ah non, c'est vrai. D'accord, mais Mina, c'est que... Donc, Mina, il était dans un milieu, ici, il est né ici, mais il a vu sa maman se comporter comme s'il était dans le bled. D'accord? C'est-à-dire sa maman, elle avait des souffrances, et finalement, on ne sait pas pourquoi Mina, il n'accepte pas les médicaments, il n'accepte pas, il était dans une situation de dépression, etc. Mais quand on l'a mis en confiance et que la personne, le facilitateur, il l'a rassuré dans son comportement, elle s'identifie à sa maman, il s'est libéré de cette identification, il a accepté le traitement. Voilà, Monsieur le Président. Il y a la conclusion, je vous la laisse. À vous. Vous voyez, là, j'ai le mauvais rôle, là, donc, mais... Non, merci, Mohamed. Bon, je pense que les exemples, on peut les multiplier, mais je pense que s'il y a quelque chose donc à retenir, c'est que cette association de plusieurs pratiques, de plusieurs acteurs et la concertation entre eux montre les résultats positifs qu'elle peut atteindre. Donc, c'est là où, effectivement, l'approche interculturelle a toute sa place dans l'approche, tout ce qui touche les mineurs, en particulier ceux qui ont des difficultés. Donc, d'adaptation. Donc, déjà, ils avaient des difficultés en arrivant, mais aussi ils ont des difficultés dans la société où ils arrivent. Voilà, donc je vous donne la parole pendant 5 minutes. Donc, je vais prendre... Est-ce qu'il y a des questions ou des témoignages à partir de votre pratique? Bon, donc je vois que Mohamed a été assez efficace. Donc, mais le mérite aussi revient à Jamel, qui nous a relaté toute son expérience et ses pratiques. Voilà. On donc, a une question par là. Ah, pardon. Bonjour, plus une intervention qu'une question. Je suis travailleur social depuis plus de 30 ans. Bon, maintenant, je suis à l'ASE, avant d'avoir fait les MEX, la psychiatrie, adultes, enfants, et voilà. Et là, on parle de psychologie, alors pour accueillir aussi des MNA et des ex-MNA, voilà. Et
quand on les écoute, alors même si on les sait en grande souffrance psychologique, voire psychiatrique, c'est pas leur priorité. Et là, ce qu'ils veulent, eux, c'est avoir du travail, de l'argent, manger, un toit. Voilà, effectivement. Et l'ethnothérapie, alors je rebondis sur ce que disait le directeur adjoint de l'ARS ce matin en introduction. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ça coûte très très cher l'ethnothérapie. Voilà, donc peu y ont accès et les institutions ne financent pas. L'ASE, si c'est pas motivé par 3 rapports signés par la hiérarchie, par le président du conseil départemental, ça finance pas non plus. Donc c'est extrêmement difficile. Ils ont une priorité, hein, tous ces jeunes, c'est la survie. Et puis même pour eux, les psychologues, c'est une dimension. Alors tout à l'heure, monsieur, j'ai vu le terme marabout, voilà. Pour eux, les psychologues, ils en ont tout à fait une autre vision que celle dont nous on parle. Hein, voilà. Pour eux, c'est pour les fous. Et ils ont du mal à accrocher. Et puis, alors, je ne sais pas, hein, je ne suis pas de formation psychologue, mais voilà, c'est compliqué pour un jeune qui vient d'Afrique subsaharienne ou pour même d'autres pays d'aller voir un psychologue ou une psychologue blanche ou blanc. Voilà, parce qu'il y a plein de choses à déconstruire, à reconstruire. Et puis, nos collègues, ils n'ont pas forcément des fois les codes ou la culture. Bon, j'ai travaillé un petit peu au Cameroun aussi, donc je connais un peu l'Afrique. Mais voilà, mais c'est très compliqué. Et l'idée, c'est la survie. C'est pas et puis l'argent. Parce que là, dans le 91, nous, on a des MNA, ils sont à l'hôtel. Alors normalement, on ne devrait pas, hein, mais il n'y a pas le choix pour l'hébergement. Donc voilà. Bien. Vous faites bien de signaler de toute façon ces difficultés. Je pense que tout à l'heure, là, donc, dans la table ronde qui va suivre, certainement, on va y revenir. Comment surmonter ces difficultés et convaincre les gens que c'est aussi dans leur intérêt, donc, c'est-à-dire d'avoir confiance dans ces professionnels qui interviennent. Et dans l'ethnopsychiatrie, moi je ne suis pas un spécialiste, mais je sais que on n'exclut aucune possibilité pour convaincre la personne donc d'assurer ce suivi et de l'aider. Bien sûr, son objectif, c'est peut-être d'étudier, d'avoir de l'argent, travailler, etc. Mais parfois, le premier obstacle, il faut bien le franchir. Donc à partir de là, je pense qu'il y a des choses qui seront reprises tout à l'heure. Donc on passe à... Il y a une question par là. Oui, bonjour. Donc, c'est une question pour Monsieur Mohamed. Désolé, il nous fallait un peu de temps quand même pour réfléchir aux questions après votre intervention qui était hyper intéressante. Je voulais savoir si vous avez un retour d'expérience sur justement toutes ces questions d'errance spatiale, psychique, corporelle, etc., avec les mineurs non accompagnés qui sont pris dans des réseaux et qui sont dans des passages à l'acte et qui fait qu'ils ont aussi à faire, en plus de toutes ces temporalités et toutes ces ruptures que vous avez citées, au temps judiciaire. Oui, il y a plusieurs facteurs qui vont dans le sens de la vulnérabilité. Ça commence par, comme j'ai dit tout à l'heure, par plusieurs changements et qui sont des changements brusques, donc comme le changement géographique, comment passer d'une géographie plate à une géographie haute, d'une géographie froide à une géographie chaude. Donc toutes ces problématiques, surtout, ça remet en cause l'identité. Et cette identité, elle sera de plus en plus fragilisée dans ce contexte donc, de l'exil, d'autant plus que beaucoup de jeunes,
ils arrivent avec l'idée, mais ils ont des ambitions incroyables. Au départ, vous dites, je veux devenir médecin. Alors là, le foot, même si j'étais ancien footballeur avant, mais le foot, il a une, comment dirais-je, tous, ils veulent devenir de grands footballeurs, gagner de l'argent, et après, ça commence la déception. C'est-à-dire, les ambitions sont remises en cause et remises en baisse, ce qui parfois entraîne une forme de violence chez eux, et même une violence très, très... Par exemple, Madame Lebert, là, dans son ouvrage, elle montre comment elle annonce le refus de la demande, comment les jeunes, ils deviennent mais vraiment d'une agressivité énorme. Donc voilà, en fait, cet exil fragilise donc toute la psyché et fragilise justement les assises narcissiques du développement donc de l'identité du jeune. D'où, comment trouver des médiations culturelles, interculturelles et surtout un cadre qui a du sens et un cadre interculturel qui marche très bien avec eux. Pourquoi ? Parce que c'est un cadre qui va respecter, ils peuvent parler leur langue maternelle, ils peuvent utiliser, on peut travailler sur les représentations culturelles, sur les symboles, sur la langue, sur toutes les difficultés. Voilà, je ne sais pas si j'ai réussi à vous satisfaire. On est Non, merci. Là, on va passer à la table ronde, mais ça sera aussi, parce qu'il y a tout un moment pour les échanges, donc vous pouvez revenir pour poser d'autres questions. Donc, je demande aux intervenants, donc, voilà, Stéphane. Bon, donc, bonjour. Bon, on va passer à une nouvelle génération et on va demander aux jeunes de venir sur scène parce qu'on parle de jeunes et voilà. Ah, il faut peut-être leur donner un peu la parole. Alors, Corinne Mélis, donc chef de service de l'association Alteralia, a su convaincre 3 de ses membres de venir nous causer de leur expérience. Alors peut-être on va demander à Corinne de nous dire un petit peu le projet, et puis après, vous allez nous parler de vous. Mais vous pouvez vous asseoir, vous pouvez comme vous voulez. C'est comme vous vous sentez. Donc, je présente l'association. Allez-y. Donc, je suis chef de service sur le dispositif. Excusez-moi, je vais pas sur le dispositif PE de l'association Alteralia à Pantin. Donc, on accompagne 112 jeunes de 15 à 21 ans. Et donc, c'est un accompagnement global, que ce soit au niveau de la santé, administrative, l'insertion professionnelle, la scolarité. Donc, je suis venue avec 3 jeunes, donc Mounas, Fatima et Youssef, donc, qui ont envie de vous parler. Bonjour, mesdames et messieurs. Je me nomme Bamba Youssef. Désolé, mais il fait mal un peu, c'est pour ça. Ouais. En fait, aujourd'hui, j'ai plein de questions à dire et puis aussi, je vais parler moins pour toutes les jeunes pris en charge aussi par l'aide sociale des enfants. Et là, il y a un peu parler un peu de mon parcours, un peu vite, comme il y a plein de choses à dire. Et là, j'ai quitté mon pays en novembre 2022. Je suis arrivé en France en mars 2023. Et là, j'ai été pris en charge en janvier 2024. Et là, aujourd'hui, ma question est qu'il y a plein de jeunes qui sont dans la rue et aussi il y a d'autres qui sont pris en charge. Quand ils sont pris en charge, ils pensent que non, c'est déjà fini. Pourtant, c'est maintenant, on peut dire, le combat commence. C'est-à-dire, on peut dire, l'angoisse. Ils réfléchissent trop comment faire pour réussir la vie. Et là, maintenant, la question de Mohamed, c'est vrai, il y a les jeunes, on prend des trucs, j'ai oublié le nom de ce que Mohamed faisait, pour expliquer ce que le jeune, on y pense souvent, c'est-à-dire on l'angoisse. Bon, le jeune, tout son problème, c'est d'être régularisé. Le point de régularisation, le jeune rêve de devenir, exemple, un peintre, un mécanicien, comme ce qu'il faisait dans le pays. Mais arrivé là, comme le problème de la régulation l'oblige souvent à abandonner son rêve
parce qu'ils doivent avoir un métier avant l'âge de la majorité. Donc, pour ça, moi, ma question est que c'était bon pour que la préfecture, la structure d'études, pourrait faciliter ces jeunes à poursuivre leurs rêves, d'essayer de voir avec eux. Avant 18 ans, ils ont le droit au moins d'avoir des titres de séjour qui peuvent leur permettre de travailler, de faire ce qu'ils veulent, de ne pas les pousser à le faire, exemple des métiers qu'ils n'aiment pas, qui sont obligés de le faire avant l'âge de la majorité. Et aussi, la question aussi va aller au moins c'est le système éducatif. Il y a les éducatrices aussi qui ne sont pas là aussi dans le moment des jeunes, quand les jeunes ont besoin d'eux. C'est vrai, il y a les structures qui traitent bien. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai été dans la rue et aujourd'hui, je suis pris en charge. Il y a des amis que j'ai croisés dans la rue qui sont pris en charge aujourd'hui, qui m'expliquent un peu comment se passe avec les éducatrices concernant les démarches administratives. Les jeunes, ils peuvent mettre la pression sur l'éducatrice, mais elle, souvent, elle ne fait pas bien son travail. Donc là, ça, c'est un point aussi. OK. Là. Bonjour Madame et Messieurs, je m'appelle M. Traoré Mounas. Je suis né le 25 5e mois 2005. Je suis malien, je viens du Mali. Mon parcours, c'est vraiment difficile. C'est très difficile. Je ne peux pas tout raconter ici. Je vais détailler un peu, je vais vous dire un peu et après c'est bon. Oui. J'ai quitté au Mali en 2019 après la mort de mon père. Il n'y avait pas de moyens. C'était catastrophe. Il y avait des guerres. C'était 2019. Vers 2020, 2021, j'étais en Mauritanie pour travailler un peu, avoir un peu de l'argent et pour reprendre des bateaux. Pas des bateaux, les pirogues, les petits pirogues. Vous connaissez, j'espère. Pour reprendre la mer et pour revenir en Espagne. À la route, il y a plein de choses. Et c'est pas, il n'y a pas des mineurs là-bas, il y a pas des. Vous êtes tous pareils. Comme Michel il vient de dire, il y avait même des femmes, des mineurs, et les viols. Ils ont violé une fille de 16 ans devant moi. Je l'ai vu. C'est vraiment difficile. C'est arriver à la route déjà, dans les bateaux, on était 42 personnes avec une femme enceinte de 9 ans. Et il y a des choses que je n'ai même pas dit dans mon parcours, mais je profitais de le dire ici. Et désolé, Madame Corinne, ça, je n'ai pas dit ça, mais je profitais de le dire ici. Les femmes, c'est vraiment intéressant. Ce n'est pas bien de laisser les femmes de prendre la route tout seules, surtout les femmes enceintes, il a des grossesses. Et c'est moi qui étais devenu son mari, son médecin, son tout. Dans les bateaux, et on a été très bousculé, fatigué. Et la dame, finalement, elle a accouché devant moi, sur ma main. Et je l'ai aidé, souffre. Et jusqu'à ce qu'elle ait son enfant, mais les enfants, elle est morte. La dame aussi, pareil. On est arrivé en Espagne et tous les jours, il ramène les gens pour que je peux les expliquer comment ça se passe. Mais comme moi-même, je suis quelqu'un, je suis épileptique. Après, tous les jours, j'ai des problèmes d'épilepsie. Je n'arrive pas même à expliquer comment ça se passe. Donc, c'est vraiment difficile.
Mais ils ont tout fait pour me rester en Espagne. Je dis non, vu que je ne comprends pas votre langue, je ne peux pas rester là-bas. Si je venais en France ici, je venais en France ici. Au début, ce n'était pas facile pour moi. Et galère, je ne connais personne. On était dans la rue. Je fais 3 mois dans la rue. Jusqu'à un jour, les voitures m'ont traversé. Ils m'ont ramené à l'hôpital. Il y avait un caillot de sang dans mon... Voilà. Ils m'ont ramené à l'hôpital et ils m'ont opéré pour traiter ça. Et après, ils ont vu que je suis mineur. Ils ont appelé le Croix-Rouge pour me donner dans une association comme Alteralia. Voilà, et c'est comme ça que je suis venu à l'association Alteralia. Et après, ils m'ont aidé à faire mes démarches, les courses et stabiliser pour le cerveau soit bien tranquille. Non. Merci, madame. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Fatimata Sankaré, je suis d'origine mauritanienne. Je suis née le 25 le 25 septembre 2009. J'ai quitté mon pays le 14 juin 2024. Je suis arrivée ici en France le 19 juin 2024. J'ai fait un long parcours. J'ai pris l'avion seul, sans ma famille. En plus, j'étais mineure. J'ai pris l'avion de la Mauritanie au Maroc à l'Espagne. C'était trop difficile. On m'a mis dans un centre des mineurs parce que j'avais personne en Espagne. Mais ils m'ont posé des questions, j'ai tout répondu. Ils m'ont demandé de parler de ma famille. Mais heureusement, j'avais une tante ici en France. Elle a fait tout pour venir me récupérer en Espagne. Après, je suis venue ici en France. J'ai fait des mois chez elle. Mais c'était trop difficile. Elle n'avait pas les moyens pour me prendre en charge. 2 mois après, j'ai pris la décision d'aller me présenter vers la Croix-Rouge. Mais c'était trop facile. Je n'ai pas eu de difficultés sur ma prise de charge. On m'a vite pris en charge. J'étais dans un foyer, je fais là-bas 2 mois. 2 mois après, on a cherché un autre foyer pour moi. On m'a pris en charge aussi à Alteralia. Ça fait 1 an et quelques que je suis là. Merci. Bravo. Merci beaucoup. C'est toujours dur de parler de ça. Maintenant, aujourd'hui, donc, vous êtes à Alteralia. Comment ça se passe? Racontez-nous ce qui se passe bien. Alteralia, ça se passe bien. Situation, dormir bien, régulariser, oui. Régulariser l'école et ça va, tout en marche. Et ça va vraiment. Même quand j'ai besoin de non, c'est psychologue, voilà, ouais, psychologue pour parler et qui va me... Non, il n'y a pas de problème. Ce qu'on a entendu jusqu'à présent, c'est... Ce que disaient les gens ici, là, que vous ne vouliez pas pour les psychologues blancs parce que... Mais si, moi j'avais un psychologue blanc et tous les semaines il vient me voir à la maison et on parle bien, je raconte tout ce qui s'est passé et voilà, il m'apaise et je ne sais pas si vous me comprenez vraiment, je voulais dire quelque chose que je n'arrive pas. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Bon, je peux dire aussi avec la structure Alteralia, moi, ils m'ont beaucoup aidé. Parce que quand je suis arrivé, j'étais en première année de CAP électricité. Et après ma première année, durant la 2e année, je devais être majeur.
et j'avais voulu abandonner mon projet. Et là, la directrice de l'Alteralia, Madame Corinne, et mon éducatrice qui n'est pas présente, qui m'ont essayé de me parler, de m'expliquer comment va se passer mes démarches administratives, que de ne pas lâcher, que de faire toujours mes recherches pour qu'une entreprise puisse me promettre une promesse d'embauche. Ce qui m'a motivé un peu et de continuer la deuxième année que j'ai eu enfin mon CAP en électricité. Et après, j'ai eu une entreprise qui m'a fait une promesse d'embauche. Et là, il y a 2 jours de cela, j'étais à la préfecture et ils m'ont donné une autorisation de travail qui peut me permettre de signer un contrat. Okay, donc là, tout ça, je peux dire, c'est grâce à Terralia. Il y a des jeunes, oui, c'est vrai. Il y a des jeunes aussi qui ont traversé aussi ce que j'ai traversé, que on était dans la même classe, qui étaient obligés d'abandonner, puisque s'ils n'ont pas eu de contrat, ça va être un peu dur pour eux. C'est pour ça, au début, quand j'ai pris la parole, c'est de ça que je parlais. Parce que aussi, j'étais un peu fatigué, je n'arrivais pas à dormir. Je pensais comment ça va se passer. Souvent en classe, je suis en classe, c'est comme je ne suis pas en classe. Parce que c'est comme ce que la dame vient de dire. Nous sommes ici, c'est de travailler, c'est d'avoir un toit et puis de réaliser notre rêve. C'est vrai, nous sommes ici, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère. La MNA, c'est pointant. Arrivé un moment où nous sommes livrés à nous-mêmes. Donc, je n'arrivais pas à dormir, j'étais un peu, on peut dire, je réfléchissais trop à mon avenir. Et là, aujourd'hui, je suis un peu heureux. Et bon, je peux dire, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est vrai, dans la salle, il y a les personnes qui ne nous aiment pas. Il y a les personnes qui n'aiment pas les migrants aussi. Vous aussi, je peux vous dire merci. Parce que dans la vie, comme il y a un slogan qui le dit, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Je vous remercie. Ça se passe bien? Ça se passe bien avec Alteralia? Oui, comme il disait, ça se passe bien à Alteralia. On nous a aidés. Moi, mon projet pour que j'ai quitté mon pays, c'était pour faire des études. Parce vu qu'en Mauritanie, on peut faire les études, mais pour avoir un travail, c'est trop difficile. Mais je suis venue ici, ils m'ont aidé à chercher une école. J'ai commencé en 3e, c'était trop difficile, j'avais des difficultés, mais ils m'ont encouragée, j'allais abandonner mes rêves. J'allais abandonner mes rêves, les métiers que je voulais faire et tout, mais ils m'ont vraiment soutenue. Merci à vous. Et c'est quel métier? Infirmière. Bienvenue. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous parlez un petit peu de l'association? Alors, que dire justement, il y a Migration Centrée qui intervient depuis 5 ans auprès des jeunes sur des ateliers de prévention, donc ce qui apporte beaucoup aux jeunes. Après, je vais vous dire maintenant que c'est 112 jeunes avec... 112. Oui, 112. Et parmi les 112, nous avons 12 filles. Et donc, ce sont que des jeunes pris en charge par l'aide sociale du 93, la CAMNA. Bah, écoutez, merci beaucoup. Moi, je rencontre des jeunes comme ça en mission locale. Paty vient parler de santé, donc peut-être que je vous croiserai. Si un jour, dans la mission locale, on vous retrouve et je viendrai vous parler des questions de santé. Plus je suis vieux, plus il parle. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, on va passer à la suite parce que le temps coule très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Merci à vous.